Malheureusement, je n'ai pas eu de contribution à cette révolution comme la plupart des adultes de mon âge. Cette révolution qui a été faite de bout en bout par les jeunes diplômés qui sont au chômage plus particulièrement, et qui sont soulevés contre la privation, contre la répression, contre la dictature des pouvoirs de l'époque. Personnellement, je m'étais contenté de souhaiter ce changement-là, mais je n'ai pas eu de contribution active à la révolution et c'est bien malheureux et je me le reproche aujourd'hui. Ceci n'empêche que tous les adultes de mon âge et tous les vieux de mon âge ont profité, ont cherché à profiter de cette révolution sans franchement y prendre part et ce n'est pas tout à fait à mon honneur ni à l'honneur de ceux qui étaient dans la même situation que moi. Ceux qui prétendent aujourd'hui que la révolution elle a été préparée par les partis politiques et par les hommes politiques qui étaient autrefois dans l'opposition, la véritable opposition, on doit se détromper quand même. On doit se détromper parce qu'il n'existe pas de cause à effet entre leur militantisme et entre ce qui s'est passé entre décembre et janvier 2011, décembre 2010 et janvier 2011. Ce sont les jeunes qui se sont soulevés et les partis politiques n'ont fait que profiter, comme dans toute révolution dans le monde. Ceci n'empêche que les partis quand même ont eu le mérite d'éclairer un peu sur certaines pratiques révolutionnaires qui n'ont pas été tout à fait déterminantes, mais qui ont quand même un petit impact sur l'évolution de la situation. Oui. Alors, quelle a été ma situation sous le régime de Ben Ali? Comme la grande majorité des Tunisiens, j'ai été victime de la politique de répression, de la politique de frustration, de la politique de la médiocrité imposée par le gouvernement de Ben Ali. J'étais avant 1987 dans le MDS, le temps où le MDS était dirigé par Ahmed Mouchiri, puis en 88-95, lorsque le LDS est devenu acquis au régime de Ben Ali, je l'ai quitté. Je l'ai quitté non pas par refus ou par désengagement, mais parce que je ne pouvais admettre que je puisse faire partie, que je puisse m'engager dans un parti qui n'était pas véritablement un parti d'opposition. Malgré ce désengagement, j'ai continué à exprimer des positions hostiles au pouvoir, hostiles au régime, dans différents milieux, à telle enseigne qu'on m'a confisqué mon passeport. Il a fallu l'intervention d'un entraîneur de football que je me permets de nommer Samir Chanel, qui a entraîné à l'époque un certain Ratou, les gardiens de but de l'Espérance, dont le père était colonel dans l'armée, et il a fallu bien sûr intervenir auprès de ce dernier pour que je puisse récupérer mon passeport et les preuves de ces dires-là. Donc, je ne suis pas en train de raconter ça. Je ne sais pas pour autant dire que c'était un acte de bravoure de ma part, que c'était un acte de vantisme. Mais c'est la réalité, ça démontre que j'ai été victime, comme une grande majorité des Tunisiens, de la politique de Ben Ali, parce que je n'ai pas été dans le CD d'un côté, mais ce n'est pas tellement le fait que je ne sois pas dans le CD qui a été à l'origine de cette mesure de répression, mais aussi parce que je m'exprimais librement sans retenue. Oui, les objectifs de la révolution. Le peuple et les jeunes qui se sont soulevés, ils ont réclamé la liberté et la dignité, ils ont réclamé la démocratie. La liberté et la dignité, bien sûr, ne peuvent voir le jour, ne peuvent se cristalliser que dans le cadre d'un régime démocratique et républicain. Et ce n'est pas par hasard que dans la plupart des pays démocratiques dans le monde, la situation économique est la plus développée. Ce n'est pas par hasard que les pays les plus avancés économiques, ce sont les pays démocratiques, ce qui signifie qu'il existe quelque part une corrélation entre développement économique et démocratie. Pas de développement économique sans démocratie, et la démocratie est un des plus importants ingrédients du développement économique. À côté de la démocratie, il y aurait la République. La République qui fonctionne sur la base d'un certain nombre d'institutions
et survêt d'un certain nombre de principes et qui permet d'assurer la bonne gouvernance. Et c'est la bonne gouvernance qui va garantir la dignité. Et c'est la raison pour laquelle on pense aujourd'hui, plus que jamais, à mettre en place les fondements d'une véritable république. Et parmi ces fondements, une constitution, la constitution de demain. Cette constitution doit permettre de protéger la République. La Tunisie a en effet besoin d'une République qui protège la République, a besoin d'une constitution qui protège la République. Parce que la Tunisie a eu une constitution. Depuis 1831, la Tunisie a été le premier pays dans le monde arabo-musulman à disposer de sa constitution. La constitution qui a fait suite au pacte fondamental et qui a vu le jour en 1861, pour être suspendue 3 ans après par décision de Sadat Bey suite à l'insurrection de Hamd Ali de Nagler. Et puis, en 1959, on a eu une constitution citée en exemple dans plusieurs milieux en tant que texte libéral progressiste, mais cette constitution n'a jamais été respectée. Elle a été même dénaturée en instituant la présidence à vie en faveur de Fahid Boudouida. Après le changement du 7 novembre, la Constitution a été modifiée également à différentes reprises et on a remplacé la présidence à vie par la présidence à durée indéterminée. Et puis, la Constitution, en ce qui concerne les libertés, n'a jamais été respectée. Donc, bref, la Tunisie aujourd'hui a besoin d'une Constitution qui protège la République. Et pour protéger, pour qu'il en soit ainsi, la Constitution doit s'appuyer sur 3 idées importantes. La première idée est qu'il doit exister que la Constitution doit contenir un certain nombre de textes, de principes et de règles qui ne doivent jamais être touchés ni modifiés. En l'occurrence, les dispositions relatives aux droits de l'homme, aux libertés publiques et privées, les dispositions relatives à l'alternance au pouvoir, les dispositions relatives à la séparation de pouvoir, ces dispositions ne doivent jamais être touchées. Deuxièmement, il faut que la Tunisie ait une cour constitutionnelle, bien un tribunal constitutionnel, à l'instar de ce qui est de vigueur dans plusieurs pays démocratiques. En effet, le Conseil constitutionnel que nous avons connu sous Ben Ali, c'était une mise en scène. Ce n'était pas véritablement une juridiction constitutionnelle, il ne jouissait ni d'une indépendance fonctionnelle, ni d'une indépendance organique. Et en dernier lieu, la Constitution doit contenir des dispositions claires et applicables sans être dans la contrainte de recourir à des textes d'application, comme c'est le cas de la Constitution, de la dernière Constitution, qui est de la Constitution tunisienne jusqu'à sa mise à l'écart, qui prévoit que les libertés et les droits de l'homme sont garantis dans les limites fixées par la loi. Et bien sûr, ces limites fixées par la loi ne sont que des restrictions à la liberté d'expression et aux droits de l'homme. On a besoin d'une constitution où l'on recourt de moins en moins à des textes d'application et où l'on garantit le maximum de liberté et le maximum de droits. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions à me poser. Sinon, ce sera bientôt. Non, je vous remercie. Merci.